vais vous parler de MySQL. Je pense que tout le monde a déjà utilisé MySQL au moins une fois. C'est peut-être moins hype que tout ce qu'on a vu dernièrement dans les confs, mais on peut faire des trucs bien sympas. Déjà, je me présente, donc je suis Romain. Je suis dans la team et série de Synthesio, dont vous avez déjà entendu parler aujourd'hui et hier, je pense. Ça fait quelques années que je suis payé pour redémarrer des serveurs. Et accessoirement, je suis un développeur de XFCE. Donc Synthesio, pour ceux qui n'ont pas encore vu, on est une boîte qui vend du social media, intelligence, analytics, listening, tout ce que vous voulez. Grossièrement, on crawl des tonnes d'API, Facebook, Twitter, Instagram, des réseaux sociaux. On récupère pas mal de données, on les stocke, on les enrichit, on rajoute de l'intelligence artificielle, de l'intelligence humaine, et on en fait des camemberts. Donc, tout ça, il faut stocker de la donnée. Donc, on a un fonctionnement à Synthesio, on utilise pas mal, entre autres, du MySQL. Donc, on a ce qu'on appelle un cold storage. Alors, c'est pas un cold storage au sens glacier ou autre, c'est un cold storage un petit peu chaud parce qu'on peut quand même lire et écrire dedans. Tout ça est stocké dans du MySQL. On stocke à peu près tout ce qu'on a scrollé depuis une dizaine d'années. On rajoute environ 60 millions de nouveaux documents par jour. Donc, depuis le temps, ça fait quand même quelques dizaines, voire centaines de milliards de documents de stockés. Tout ça est stocké dans 4 clusters MySQL qui représentent environ 50 Tera de données, sans la réplication. Donc, c'est vraiment 50 Tera de données primaires. On a un cluster qui est un cluster pour les documents récents, donc tout ce qu'on crawl au jour le jour. On a environ 2 mois de données stockées sur ce cluster, sur des disques SSD pour des raisons de performance, en InnoDB compressé. Et ensuite, derrière, on a plusieurs clusters, donc nous on appelle, notre terminologie c'est cluster d'offload, sur disque plateau, qui sont plus lents, mais avec beaucoup plus d'espace disque. C'est là où on utilise MyRox, que je vais ensuite vous présenter. Au niveau fonctionnement, on crée une nouvelle table MySQL toutes les environ 40 millions d'entrées. Ça nous permet d'avoir des tailles de tables de taille raisonnable, 20, 30, 40 gigas. C'est beaucoup plus simple d'intervenir dessus, par exemple quand on veut faire des changements de schéma. Mais au total, on a un peu plus de 3500 tables réparties sur tous ces clusters. Et toutes ces tables sont automagiquement offloadées sur les serveurs sur disque plateau depuis le SSD. Alors, un petit schéma qui explique tout ça, qui déborde aussi, mais c'est pas grave. Donc, on a le crawling. Le crawling remplit ce cluster en SSD MySQL. On a un process magique qui offload au bout de 2 mois les données sur des clusters sur disque plateau et en MyRox. Et ensuite, toutes les données sont aussi envoyées dans toute la processing chain où on a encore plein de techno trop choupis. Donc du Kafka, par exemple, et du ScyllaDB. Voilà. Alors, moi, je suis venu vous parler donc, de MyRox, qui est a RocksDB Storage Engine with MySQL. Alors, grossièrement, MyRox, c'est du clé-valeur dans MySQL. Donc, c'est un moteur de stockage pour MySQL qui convertit les données depuis MySQL vers du RocksDB. C'est créé et maintenu par Facebook. C'est basé sur MySQL 5.6. Ils l'utilisent pour leur user database, leur social graph, apparemment aussi pour stocker leurs messages de Facebook Messenger. Ils ont, je pense, quelques gros terras de données qui sont stockés là-dedans. C'est aussi supporté par Percona. Donc, si vous faites du MySQL, vous avez sans doute déjà entendu parler de Percona Server, Percona Server, oui, et MariaDB. Donc, il y a quand même les acteurs principaux du monde MySQL qui fournissent une version de MySQL qu'ils supportent avec MyRox. Donc, c'est pas juste un patch random fourni sur un GitHub obscur. Donc, on bénéficie à peu près de toutes les features de MySQL en utilisant un autre moteur. Dans ce cas-là, RocksDB. MyRox, et donc via RocksDB, est plutôt orienté sur les performances
d'écriture et sur le gain d'espace disque. C'était un des problèmes aussi chez Facebook. Et bon, après, ça, c'est la brochure commerciale. On peut gagner jusqu'à 4 fois d'espace par rapport à DynoDB compressé. Alors, qu'est-ce que RocksDB? RocksDB, c'est le moteur sous-jacent de MyRocks. C'est un stockage clé-valeur. C'est un fork de LevelDB qui a été, lui, créé par Google il y a quelques années. Ça utilise des LSM trees, j'y reviendrai un petit peu après. C'est optimisé pour les flash drive SSD, pour les performances d'écriture. Et donc c'est un fonctionnement un petit peu particulier, bon, un petit peu particulier par rapport à de l'InnoDB ou du MySQL plus classique ou du Postgres. C'est que les données sont écrites dans des SSTable, donc qui sont des fichiers immutables. Donc quand les données arrivent, elles sont écrites sur disque de façon séquentielle. Et ensuite, les données ne sont jamais remises à jour. Si on écrit de nouvelles données, en fait, on écrit une nouvelle donnée à côté. Donc en gros, on fait de l'append only. Il y a tout plein de process derrière ensuite qui compactent toutes ces données pour les remettre dans l'ordre, les optimiser, etc. pour des histoires de performance. Au niveau des fonctionnalités, il y a quand même des gestions des index secondaires, bloom filter, des snapshots. Donc ça, c'est des propriétés de RocksDB, ce qui a été rajouté par le projet RocksDB par rapport à LevelDB. Et donc c'est aussi développé par Facebook et utilisé dans plein de projets. J'en vois un peu, enfin très souvent, je vois des nouveaux projets qui utilisent RocksDB en tant que lib, clé-valeur intégrée, quoi. Alors, les LSM, je vous fais une présentation rapide avec mes petits mots d'enfant. Donc, les LSM, c'est des structures de données qui sont, en gros, optimisées pour du write intensif. De par le concept où on écrit que des données séquentiellement et on fait jamais d'update. Si on veut faire un update, en gros, on écrit de nouvelles données qui disent la donnée d'avant a été updatée. Je simplifie. Donc, c'est vraiment orienté écriture. Donc on écrit immédiatement et on verra plus tard comment on fait pour relire les données. Donc par rapport à ça, les lectures, en fait on paye le coût de la performance à la lecture. Et voilà. Donc il y a tout un process qui est utilisé, donc ce qu'ils appellent des compactions, pour réordonner les données, les merger, dropper réellement les données quand elles sont supprimées. Et écrire toutes ces données dans ce qu'on appelle des SS tables, dans des sorted string tables ou des sorted. Enfin, ça dépend des implémentations, ils n'ont pas forcément la même définition. Le concept est utilisé un peu de partout en fait, que ce soit dans Bigtable, HBase, Cassandra, SQLDB. Si vous utilisez Cassandra, regardez SQLDB. RocksDB, InfluxDB, etc. Alors, je parle de level de compaction. Alors, une petite explication. Quand une nouvelle donnée arrive, bon, elle est écrite en RAM, jusque-là tout va bien, et une fois qu'on a assez de données qui ont été écrites en RAM, elles sont ensuite écrites dans une SSTable, ou des SSTable, qui sont des fichiers, dans ce qu'on appelle un level 0. C'est le pool de données qui viennent d'arriver, des données chaudes qui viennent d'être écrites. Ensuite, il y a tout un système, comme on insère une donnée, on va l'updater, on la re-update. Au fur et à mesure, en fait, on se retrouve avec plein de fichiers pour avoir avec la même clé valeur qui vont être répartis dans plein de tables, enfin de SS tables. Donc il y a tout un système qui s'appelle compaction qui va prendre ces tables, regarder toutes les données de la même clé, savoir si elles ont été updatées, remerger tout ça et réécrire la nouvelle donnée. C'est un genre de défragmentation, si on reprend les termes de certains. Donc, c'est réparti dans l'implémentation de RocksDB, tout du moins, et de Cassandra fait pareil, ou des choses comme ça. C'est réparti en plusieurs niveaux. Donc, les données vont avoir une vie, et au fur et à mesure, vont monter en niveau, et donc chaque niveau est plus gros que le niveau précédent. Et c'est censé à ce qu'au dernier niveau, donc ça dépend des implémentations aussi, on a la grosse majorité des données sont là, elles sont triées, elles sont ordonnées, elles vont très peu bouger. Elles peuvent toujours bouger avec le process de compaction qui va venir retrouver les données du dernier niveau et les mettre à jour. Dans chaque niveau,
il n'y a pas d'overlap de données, sauf dans le niveau 0 qui est assez spécial. Mais donc dans mon niveau 1, ma clé valeur va être dans une seule SSTable. Elle ne va pas être répartie dans plein d'SSTables. Ça, c'est important pour plus tard aussi. Voilà. Et on peut avoir des options différentes entre chaque niveau. Donc, les options de compression, par exemple. Ça peut être important, du moins aussi dans l'utilisation de RocksDB, qui est en partie un des avantages, c'est la consommation d'espace disque. C'est donc la compression. La majorité de vos données vont se retrouver dans le dernier niveau, sur lequel on peut appliquer une compression beaucoup plus forte. Donc, par exemple, du Z standard, qui est encore un algo développé par Facebook. Je ne suis pas payé par Facebook, ne vous inquiétez pas. Et toutes les données des niveaux précédents, avoir un algorithme de compression qui est beaucoup plus léger, mais aussi beaucoup plus rapide. Les Bloom Filters, alors pareil, s'il y a des experts en Bloom Filter, c'est juste une introduction très rapide. C'est un concept qui permet de savoir si dans un set de données, dans quel fichier va être présent la donnée. Comme je l'ai indiqué juste avant, on peut se retrouver avec beaucoup de fichiers différents. Donc c'est un concept qui est intéressant pour savoir dans quel fichier aller regarder quand on va aller lire une donnée. Par concept, c'est le Bloom Filter peut vous dire, il peut vous donner des faux positifs, donc c'est-à-dire dire ah la donnée est peut-être dans cette table, regarde, mais il ne peut absolument pas donner de faux négatifs. Si vous dit la donnée n'est pas là, ben, elle ne sera pas là. Donc ça peut aider à déterminer si une donnée est dans une SSTable ou non. Et donc ça aide beaucoup à limiter le nombre de reads quand on se retrouve avec énormément de fichiers. Alors, ACID, vous connaissez MySQL. Une des features MySQL, si ça est discutable aussi, c'est l'ACID. Donc Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. C'est un concept très important dans base de données. En gros, ça vous assure que quand vous écrivez de la donnée, déjà elle va être écrite, elle va être cohérente, qu'en cas de crash, même si vous avez un rollback, vous vous retrouvez dans un état qui est de nouveau cohérent, vous allez avoir une moitié de données qui est là et qui n'est pas là, et etc. Donc RocksDB a aussi ce concept d'acide via le moteur MyRocks. Donc c'est assez important, surtout dans le cas d'une base de données, vous ne voulez pas perdre de données, vous voulez surtout être cohérent et pouvoir être résistant au crash, par exemple. C'est donc la fonctionnalité au niveau de RocksDB est sur le même fonctionnement que InnoDB. Il y a plusieurs options. À Synthesio, on a fait le choix, du moins dans ce contexte-là, de ne pas être forcément 100% acid compliant pour avoir de meilleures performances au prix d'un éventuel risque en cas de crash de serveur. Après, bon, on a toutes les histoires de RAID, on a des réplicas, on a des failovers, etc. On peut se permettre d'essayer de prendre le risque. De toute façon, on fait du big data, donc ça se verra pas. Alors, quelques limitations de MyRocks. Le moteur MyRocks, il n'y a pas de online DDL. Donc, un online DDL, si vous faites du MySQL, c'est un alter table pour ajouter une colonne, changer le nom d'un champ, changer le type d'un champ. Ça, c'est un DDL. Il y a certaines opérations qui sont des online DDL. Donc, par exemple, typiquement, rajouter un index secondaire ou rajouter une colonne peut se faire à chaud avec le moteur MySQL. Il y a besoin d'altérer complètement la table, de la réécrire complètement et d'attendre 2 plombes et de bloquer tous vos clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa, qui n'est pas présent dans MyRocks. Donc ça va prendre en compte si vous faites souvent des modifications de schéma. Après, on peut quand même s'en sortir, mais voilà. Il y a quand même une feature de Fast Index Creation, donc pour créer des index secondaires à la mode MyRocks. C'est pas vraiment online, mais c'est une contre-mesure. Il n'y a pas de gestion des foreign keys et il n'y a pas de gestion du full text search index support. Il n'y a pas non plus de transportable table space. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. C'est super intéressant dans InnoDB. Ça vous permet de prendre un fichier IBD, je simplifie, mais de le copier sur un nouveau serveur et vous repartez avec le fichier IDB. Pas besoin de faire de MySQL doc de réimporter. Ça peut être super pour faire du transfert de données. La réplication est exclusivement basée sur du row-based, contrairement à
InnoDB, on peut faire du statement-based ou du row-based. En gros, c'est la façon dont les données sont transmises entre les masters et les slaves. Savoir si c'est si on envoie réellement la commande qui a été envoyée sur le slave ou le résultat de la commande sur le slave. Et il n'y a pas de solution facile de backup à chaud. Je ne sais pas si vous connaissez Extra Backup si vous utilisez MySQL. C'est quand même bien pratique, surtout quand on a des bases qui font plusieurs gigas, téras, dizaines de téras. Ça peut être bien pratique. Donc, il n'y a pas de solution intégrée. Au début du projet, tout du moins, quand j'ai commencé à travailler dessus. Maintenant, avec Percona 8 et MariaDB qui a intégré le support de MyRox, ils fournissent les outils. Donc, maintenant, c'est un petit peu moins la galère. Et ensuite, c'est pas vraiment une vraie limitation pour moi, mais toutes les tables doivent avoir une primary key. Alors, InnoDB versus MyRox. InnoDB, c'est le moteur de stockage par défaut de MySQL. Pour faire simple, InnoDB, ils essayent de favoriser la performance en lecture au prix de l'espace disque et de la performance d'écriture, alors que c'est plus ou moins le contraire sur MyRox. Les deux sont ACID compliant, donc jusque-là tout va bien. On peut utiliser donc InnoDB la compression. Il y a une feature de compression qui permet de réduire pas mal la taille de vos tables. Ça peut être intéressant au prix d'un petit peu de CPU, mais ça peut être intéressant si vous avez des problèmes d'espace disque et des grosses données en MySQL. Ça permet de gagner pas mal quand même. Bon, MyRox peut être 4 fois plus petit que de l'InnoDB compressé. En vrai, on n'a pas eu autant sur notre workflow, mais peut-être dans certains cas de benchmark, ça doit être le cas. Et il n'y a pas de support de Galera ni d'Extra Cluster avec MyRox. Alors, l'écriture, l'écriture, comment ça se passe sur du RoxDB? Alors, comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, quand une nouvelle donnée arrive, elle est écrite dans une main table, donc c'est en espace RAM. Elle est aussi écrite dans un wall, qui est un genre de commit log, un write-ahead logs, dans lequel toutes les données sont aussi écrites. Le wall sert en cas de crash, donc on peut relire le wall pour remonter la donnée, parce qu'autrement elle se retrouve uniquement dans une main table, donc en RAM. Ça permet aussi de faire des checkpoints au niveau du moteur, et puis plein d'autres petites choses. Une fois qu'il y a assez de données qui sont en RAM, la main table devient une main table immutable. Bon, en gros, c'est de la RAM qu'on ne touchera plus. C'est une étape temporaire. Et une fois que les tables immutables sont créées, en gros, c'est flushé sur disque. Les données sont flushées de façon ordonnée sur disque. Donc, tant qu'on fait plusieurs insert updates et qu'on se retrouve dans la main table au niveau donc en RAM, les données, elles ont leur vie, mais on a déjà un premier tri, c'est qu'une fois qu'on va écrire réellement la première fois la donnée sur disque, elle est déjà triée et ordonnée. Alors, au niveau de la lecture, donc, comme j'ai dit, on paye le coût en partie de ce fonctionnement à la lecture. On voit déjà que le graphe est un petit peu plus compliqué. Donc, quand on a besoin de lire une donnée, le moteur donc, regarde déjà s'il l'a dans son bloc cache. S'il l'a, il rend la donnée, bon, problème réglé. S'il ne l'a pas, il va demander d'abord à ses immutables SSTable, donc c'était cette étape intermédiaire qu'on a vue juste avant, donc où la donnée est déjà triée dans cette immutable SSTable. S'il la trouve, tant mieux. S'il la trouve pas, il va devoir aller demander au moteur d'aller chercher sur disque. C'est là en partie où les Bloom filters, par exemple, interviennent pour savoir dans quelle donnée aller chercher les données, dans quelle table aller chercher les données, et dans quel niveau, quel level aller réellement chercher les données. Si la donnée a été mise à jour plusieurs fois, par exemple, elle va se retrouver dans plusieurs niveaux. Donc le moteur va devoir lire plusieurs tables pour pouvoir faire un merge de tout ça et rendre réellement la donnée à l'utilisateur. Comment ça se passe les suppressions? Parce que bon, c'est bien bon, on fait que rajouter des données, mais comme on ne peut pas mettre à jour une donnée, enfin on ne peut pas mettre un jour un fichier où il y a déjà une donnée. En fait, quand on écrit une instruction de suppression, on écrit comme quoi on a supprimé la donnée, mais en fait on écrit une nouvelle donnée pour dire qu'on a supprimé une ancienne. Donc en gros, quand on supprime de la donnée, on rajoute de la donnée. Ce process s'appelle créer des tombstones. C'est pareil, si vous avez fait du Cassandra, c'est une notion que vous avez dû
aborder, voire peut-être même privilégier dedans, parce que ça va être super compliqué. En gros, t'as ton serveur, ton cluster, tu dis oh là là, on va faire du ménage, on n'a plus d'espace disque. Tu te mets à diliter tout ce que tu peux, et en fait, t'as ton espace disque qui continue d'augmenter. Bon. Donc, ça peut être un peu problématique. Heureusement, pour contrecarrer tout ça, bon, déjà, ouais, je vais sauter une étape. Quand quand on va lire une donnée, justement, quand on va lire une donnée qui est supprimée, le moteur va éventuellement lire la donnée réellement. Il va lire une autre table où aussi la donnée a été supprimée. Il va dire en fait la donnée n'existe pas, ça ne sert à rien, je la rends au client. Comme quoi la donnée n'existe pas. Heureusement, il y a tout un système donc via les compactions où les tombstones et les données vont être réellement prises, mergées et réellement supprimées. Dans le cas de Myrox, j'ai pas trop vu de problème à ce niveau-là. Il a l'air de bien s'en sortir quand on supprime des données. Dans d'autres implémentations, ça peut être un peu plus long. RocksDB a des mécanismes donc, utilisés par Myrox pour simplifier un peu tout ce process. Ça s'appelle ça single delete. Et j'ai eu trop la peine de lire jusqu'en détail comment ça marchait. Alors, comment ça marche en pratique? Parce que c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que j'installe ça et comment je m'en sors? Les données sont stockées dans votre data-dir, dans un sous-dossier qui s'appelle .rocksdb. Donc, typiquement, c'est votre varlib mysql.rocksdb. Et dedans, vous allez avoir todo ssstable. Donc, réellement, toutes les données vont être écrites là. Donc, contrairement à de l'InnoDB où dans chaque table va avoir son table space, son fichier IBD qui est bien rangé dans le dossier de sa table, etc. Avec Myrox, vous allez tout avoir en bordel dans votre dossier RocksDB. Quand vous avez quelques terras de données, ça peut vite augmenter le nombre de fichiers. Heureusement, bon, déjà on peut tuner la taille des fichiers qui ont été écrits sur disque, et il faut bien penser à son max open file, parce que là on se retrouve genre sur un des clusters de prod, on a genre par exemple plus de 100 000 fichiers dans ce dossier, je crois, ou 1 million. Enfin bon bref, un peu beaucoup. La première fois, tu te demandes pourquoi plus rien fonctionne, parce que tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait autant de fichiers qui sont créés. Le Myrox, c'est un plugin MySQL qui s'installe soit en CLI dans MySQL, après avoir évidemment installé ce qu'il faut autour, charger la librairie HA-rocksdb.so, ou dans le fichier de conf de myCNF, dire que tu charges le moteur Myrox. Ou RocksDB, non, le moteur RocksDB, pardon. Alors, justement, le myCNF, toutes les instructions, toutes les options que tu dois passer de ton MySQL à ton RocksDB passent par la couche Myrox. Et la seule façon d'envoyer des instructions au moteur RocksDB derrière, c'est via des super lignes de commande comme ça. Enfin, ligne de commande, ça c'est une ligne de configuration dans le myCNF qui est plus ou moins imbitable, qui ne supporte pas le retour à la ligne, qui t'as des options dans d'autres accolades, enfin bref, c'est le bordel. Quand j'ai commencé le projet, c'était moyennement documenté tout ça. Surtout que les options par défaut de Percona étaient bof. Je crois qu'ils n'avaient pas vraiment testé en production, sur des grosses quantités de données. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont fait des blog posts, d'autres qui ont poussé justement à ce que les valeurs par défaut soient au moins utilisables correctement. Donc en gros, ces valeurs par défaut viennent de ce qui a été ensuite fourni par Facebook et maintenant intégré par défaut dans Percona 8, donc basé sur MySQL 8. Alors, vu que toutes ces options sont... Bon, là, ça se voit pas, on s'en fout de ce qui est écrit en fait. Vu que toutes ces options sont un peu obscures, c'est des notions que, bon, j'avais un petit peu... Alors, c'est beaucoup de Cassandra, mais il y a plein de choses qui sont très orientées sur RocksDB. J'ai dû beaucoup lire le code. Enfin, on a dû beaucoup lire le code parce que parfois, il faut être plusieurs pour réussir à comprendre. Lire, relire, délire. Et parfois, là, juste pour faire la conf, j'ai relu des trucs et j'ai toujours pas compris. Non, mais enfin, il y a des trucs, c'est assez bizarre. Certaines options inversent la façon dont les tris sont lus. Enfin, c'est assez bizarre. Mais ça marche, vous inquiétez pas. Heureusement, maintenant, la doc Percona est beaucoup plus fournie, la doc MariaDB aussi, et il y a eu pas mal de blog posts des gens qui commencent à l'utiliser,
qui explique vraiment comment ça marche et quelles sont les options qui sont importantes à modifier. Donc ça aide beaucoup. J'aurais vraiment aimé avoir ça il y a 1 an et demi, il y a 1 an, parce que j'aurais peut-être passé moins de temps à lire. Mais en même temps, ça m'a appris quand même beaucoup de choses. Alors, comment ça marche? En fait, c'est du MySQL, tout bêtement. Tu veux créer une table, tu fais un create table, tu mets ton schéma, et tu mets ta primary key, tu mets ta secondary key si tu as envie, et tu précises que c'est engine égale rocksdb. Hop là, ta table elle est créée. Bon, en revanche, il y a un truc chelou. Qu'est-ce que c'est que ce comment? Bon, un peu obscur. Derrière, c'est du rocksdb. Il faut lui passer des instructions. La façon dont MyRox s'implémente, en fait, ils sont basés sur l'instruction comment qu'on peut rajouter quand on crée une table de MySQL. RocksDB utilise des column family. C'est l'équivalent des tables de MySQL. C'est la façon de partitionner logiquement dans RocksDB ces données. Donc, en gros, quand on crée ta primary key, donc c'est où tes données seront, genre elle, c'est du clé valeur, où tes données seront stockées. Tu peux lui dire dans quelle colonne family, dans quelle table en notion RocksDB, la donnée va être présente. Pardon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque colonne family peut avoir ses propres ressources, sa propre config, ses propres data files et son propre cache. Nous, dans notre contexte, toutes nos tables sont pareilles. Nos 3500 tables sont les mêmes. Elles ont les mêmes options de compression, les mêmes options de compaction. Donc, en gros, on n'a fait qu'une seule colonne family. On a dit, vas-y, mets tout dedans. C'est parti. Tac. Alors, le data loading. Parce que c'est bien beau. Maintenant, j'ai ma table en RocksDB, mais j'ai l'InnoDB. Comment je fais? Nos amis de Facebook, eux, quand ils ont migré, ils n'ont pas fait comme nous on a fait. Eux, ils ont simplement pris un de leurs serveurs qui est en InnoDB. Ils en ont créé un nouveau au format RocksDB. Et en fait, on peut faire de la réplication InnoDB vers RocksDB. Donc en gros, ils ont fait un slave et chaque table, ils ont altéré pour le passer au format RocksDB. Et tout en continuant la réplication. Nous, on n'a pas fait ça. On s'est dit c'est l'occasion aussi de revoir un petit peu notre schéma. Parce que quand on va migrer, on va autant réécrire un peu nos données. Revoir un petit peu nos schémas. Et on a utilisé donc, ce qu'on appelle le bulk load de RocksDB. Parce que RocksDB est vraiment orienté pour petites transactions. Sauf que là, quand vous voulez réinsérer une table qui fait 40 gigas, enfin un point SQL de votre MySQL DOM qui fait 40 ou 50 ou 60 gigas, le moteur va complètement exploser. Ils ont un système qui s'appelle donc le bulk load. Ça désactive tout plein de fonctionnalités de RocksDB. Ça dit, écoute, là je te donne tout plein de données, elles sont déjà ordonnées, mange-les et écris-les directement dans le dernier niveau de ton LSM, écris-le directement dans le dernier niveau, compressé à fond. Et tu ne poses pas de questions à recompacter, à merger, à chercher s'il y a des deletes. Je te donne un format qui est déjà ce que je veux à la fin. Voilà. Il y a un truc important aussi, bon, si vous travaillez sur MyRox, vous allez le voir, il faut dropper les index secondaires et les recréer après avoir inséré toutes vos données. Et donc là, dans notre système, ça fonctionnait parce qu'en fait, on a vraiment recréé toutes les tables dans le nouveau cluster et on a réinséré toutes les données de zéro. Donc on partait vraiment de table vide et évasion en offload. Alors, quelques statistiques MyRox. Alors, c'est super commande. Comme c'est du MySQL et qu'ils ont fait ça à peu près correctement, on peut retrouver les statistiques du moteur RocksDB via le shell MySQL avec un simple show engine RocksDB status. Bon, on va remettre un peu en forme. Et là, on voit très bien beaucoup de zéros parce qu'on n'écrit plus sur ce serveur, mais voilà. Comme quoi, tout à gauche, on a plusieurs levels. Donc, c'est les levels que je vous présentais tout à l'heure. Le dernier level, par exemple, il a 14 Tera, donc c'est-à-dire qu'il y a 14 Teraoctets de données dans le dernier level, qui sont les données qui ont été écrites. Et elles sont là, elles sont peu mises à jour. Et donc dans les autres levels, il y a toutes les nouvelles données qui arrivent tranquillement, elles montent de niveau en niveau. Comme c'est du MySQL et que MyRox a abstrait tout ça, on peut aussi faire
des graphes simplement, par exemple, avec l'exporteur Prometheus MySQL-D, qui a un support de MyRox. Donc, toutes les stats sont aussi remontées. On peut faire des super graphes d'un peu tout. Percona fournit directement aussi quelques dashboards avec, sans avoir besoin de recréer de zéro et savoir quelles sont les données pertinentes à surveiller, etc. Alors, la notion de snapshot, parce que là, on a des données, comment on fait pour les sauvegarder? Comme j'ai expliqué, les SSTable, c'est des fichiers immutables. Donc, une fois qu'elles sont écrites, la donnée est intègre, on va dire. Elle est là. Pour créer un snapshot, en fait, c'est simple. On n'a qu'à créer un hard link vers le fichier. Et en fait, votre snapshot est fait. Le MyRox fournit fournit une fonctionnalité, donc il y a un set create RocksDB create checkpoint et longtemps checkpoint. Ça me semblait un petit peu bizarre parce que ça c'est à rentrer dans le shell MySQL, comme on fait un set global d'une variable ou quelque chose. Là on fait un set RocksDB create checkpoint et réellement sur le disque ça va créer un snapshot. C'est ce qui est utilisé par Extra Backup et Maria Backup, etc. pour créer des snapshots. Alors justement les backups. Facebook fournit un script qui s'appelle MyRox Hot Backup qui fonctionne dans leur contexte à eux, qui ne fonctionne pas du tout dans notre contexte, surtout sur du Percona 5.7, parce que Facebook a développé ça sur MySQL 5.6. Percona l'a porté en MySQL 5.7 qui commence à utiliser des tables InnoDB pour son table système, donc la fameuse base MySQL dans MySQL. MyRox Backup ne supporte qu'un seul mot, enfin il supporte que du MyRox, il sait pas sauvegarder un InnoDB. Donc dans notre cas ça fonctionnait pas. MariaDB, eux ont leur propre implémentation de RocksDB. Ils fournissent Maria Backup avec leur distribution, donc ça c'est cool. Donc si vous avez du MariaDB, vous pouvez faire des backups à chaud. Mais Maria Backup n'est pas du tout utilisable avec Percona Server. Extra Backup, eux, fournis par Percona. Juste pour Percona 5.7 avec lequel on a commencé, il n'y avait simplement pas de support MyRox et il n'y avait même pas c'était même pas possible de backporter la feature parce qu'ils ne voulaient pas. Toutes les nouvelles features c'était dans Percona 8, enfin MySQL 8. Donc en gros, on était bloqué. Donc là, il fallait sortir un coup de baguette magique. J'ai pris ce que Maria Backup a fait. J'ai pris ce que Extra Backup faisait, j'ai mis du scotch, 2-3 clous, et puis, coup de bol, ça a fonctionné. Bon, en vrai, c'était un peu ça quand même. Donc j'ai réussi à porter le support de MyRox dans ExtraDB 2.4. Il y avait quelques petits problèmes, mais qui dans notre contexte à nous, ne posaient, c'était pas un souci. Nous, on voulait surtout pouvoir créer un nouveau réplica vers un nouveau serveur à chaud. Parce que quand on a 15 Tera de données, on va s'enquiquiner à faire des MySQL dump parce qu'il y en a pour 8 ans à peu près. Et un extra backup à chaud sans avoir besoin d'arrêter les serveurs, c'est bien. Donc ça nous permettait de créer des nouveaux serveurs sans que ça plante. Alors, pourquoi choisir MyRox pour Synthesio? Parce que il y a quand même des avantages et des inconvénients. Bon, on utilise beaucoup MySQL. Même si on utilise aussi plein d'autres techno super choupi. On a fait beaucoup de MySQL, que ce soit du MySQL, du Galera, c'est déjà pas mal en fait. On avait aussi une Legacy Codebase en PHP qui savait faire que du MySQL. Du coup, s'il fallait commencer à réécrire tout le Legacy, ça va être compliqué de changer de technologie aussi. C'est une des choses qui a basculé en faveur de MyRox. C'est qu'on n'avait pas eu besoin de réécrire notre applicatif. It's MySQL, donc on le connaît, on sait l'opérer, on sait le backuper, on sait le déployer, on sait l'automatiser. On connaît pas mal. Juste pour l'anecdote, sur une autre plateforme MySQL, on a quand même réussi à avoir une table InnoDB qui faisait 8 Tera 7. Ça commence à devenir le bordel qu'on doit faire des alter tables. Un autre truc, c'est quand on écrit la donnée, donc dans cet offload, on l'update quasiment jamais ensuite.
Donc, on peut compresser à fond, on stocke, et comme on écrit quasiment jamais, et que le float se fait sur des disques plateaux, ça peut être une bonne solution. Bon, en vrai, ça arrive qu'on update des documents. Sur le total, c'est très peu. Mais quand on update, parfois, on a besoin d'updater 1 million de documents parce que ce qu'on appelle la compliance, donc de nos fournisseurs de données, nous disent en fait, cette donnée, il faudrait la supprimer, par exemple, ou la mettre à jour de telle façon. Donc nous, on doit relire toutes nos backdata et mettre à jour genre 3 ans de données. Donc ça va être super coûteux. Donc la performance en écriture était aussi importante pour nous. Et qu'est-ce que. Ouais, et puis bon, l'espace disque, malgré tout, même si OVH a des centaines de milliers de disques, eh ben, ça coûte de l'argent. Oui, parce que tout ça, du coup, chez OVH, donc on va peut-être vérifier les backups. Alors, le process de migration. Simplement, on commence. Nous, on l'a fait assez facilement. Simplement, plutôt, pardon. On fait un MySQL dump du schéma de notre table. Bon, en vrai, toutes les tables ont le même schéma, mais MySQL dump du schéma, on enlève les index secondaires, on change engine égale InnoDB par engine égale RocksDB, on injecte ça dans notre serveur MyRocks avec les petites options qui vont bien quand on insère beaucoup de données. On remet les index secondaires avec un simple alter table. On update l'application pour dire maintenant cette table, elle est sur la nouvelle infra. On fait ça environ 3500 fois. On attend. Et puis, tout est bon, c'est en prod, c'est génial, ça marche, c'est cool. Alors, MyRocks a Synthesio en novembre 2019. Donc, on l'utilise pour notre call storage, parce qu'on l'appelle comme ça. On a gagné environ 30% d'espace disque dans cette migration. Donc, on était passé d'environ 60 Tera de données MySQL à un peu moins de 40. Donc, comme on continue à crawler des données, évidemment, la quantité de données continue à augmenter, mais ça se passe pas mal. Au niveau des performances, on a été assez surpris. Bon, on s'attendait évidemment à gagner de la performance en écriture. Et en fait, on a aussi gagné pas mal de perf en lecture. Là, j'ai pas mis les chiffres de perf en lecture, mais ça va plus vite quand même. Tout ça, on utilise tout de même sur des disques plateaux, chose que normalement, on peut l'utiliser sur des disques plateaux, mais c'est vraiment orienté pour disques SSD, NVMe, enfin disques pas rotatifs, quoi. Au niveau perf, par exemple, on est passé de 150 updates par seconde via nos API d'update, par exemple, quand j'expliquais pour mettre à jour notre compliance de millions de docs, à 600 updates par seconde, sans avoir en fait touché le code applicatif côté Synthesio. Donc c'était aussi un gain qui n'est pas négligeable. La réplication est faite via du MySQL. Donc pareil, on sait comment ça marche, on sait quand ça marche pas, on sait le monitorer, on sait le casser, on sait le remettre en place. Le backup est fait surtout pour quand on crée des nouveaux slaves, est fait par notre fork de Extra Backup. Heureusement, on en aura bientôt plus d'un qu'on aura passé en MySQL 8. Et il y a des tonnes d'options pour RocksDB. On a réussi à avoir de base, les options fonctionnent, mais on a réussi à avoir un set d'options qui fonctionne, qui a l'air bon pour notre workflow. Mais ouais, ça a demandé beaucoup de travail de lecture de doc et de compréhension, de lecture de quelques papiers. Ça a été long, mais bon, c'était bien. Alors aujourd'hui, donc c'est en production depuis environ 6 mois, donc tout ce process d'offload et de migration vers MyRocks ça a été fait cette année. On n'a pas eu de problème, on a gagné en perf, on a gagné en espace disque, on a gagné en coolitude parce que c'était un cool projet. On s'est créé des nouveaux slaves. On sait les répliquer, on sait basculer, master, slave, master, master, tout ce qu'on veut. Ça fonctionne, on est content. La prochaine étape, ça va être sans doute d'upgrader vers Percona MySQL 8, qui nous permettra, au-delà de tous les bénéfices de la version 8, de bénéficier du support natif des backups avec Extra Backup sans avoir besoin de passer par notre fork interne qui fonctionne bien, mais qui a des professionnels qui travaillent mieux. Voilà, donc quelques liens si ça vous intéresse, mais là, sur le coup, ça vous intéresse pas. Et avez-vous des questions ?
merci pour cette présentation. Je voulais savoir si tu avais, au niveau de la réplication, si tu savais faire du master slave vers un slave en InnoDB et en conservant les GTID, en ayant une réplication GTID base. Sans parler de MyRox, En ayant ton master en MyRox oui. et en répliquant sur un slave qui est en InnoDB et sur lequel tu conserves du GTID, comme ils font par exemple à Facebook quand ils ont fait leur présentation. Ouais, ils ont fait le contraire, ils sont passés d'InnoDB vers MyRox. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de problème avec les GTID. Mais non, il n'y a pas de souci. Le process de réplication est indépendant du moteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de support de Galera extra cluster, parce que c'est vraiment lié à InnoDB. Mais, voilà. C'est tout bon. Tout au fond. Salut, merci pour la présentation. Petite question au niveau de la gestion des modifications de schéma. Tu es passé rapidement dessus en disant que ça ne supportait pas les DDL online. Qu'est-ce que vous faites, ou est-ce que par exemple vous utilisez des outils type Ghost ou Percona Tools pour faire ce genre de choses? Alors, effectivement, ça ne supporte pas les alters online. Déjà, il y a beaucoup d'alters qui ne peuvent pas être faits online, même en InnoDB. Pour les alters à changement de schéma, d'ailleurs, on est en train d'en faire un actuellement sur un des champs. Donc, on doit taper le backdata de 3500 tables pour changer, je ne sais plus quel champ. On utilise PT Online Schema Change, un outil de Percona, qui permet justement de faire des alters à chaud sans interruption de service et surtout en bloquant pas du tout les écritures et les lectures et pas la réplication. C'est un très bon tool si vous voulez tester. Ça permet de faire des trucs assez magiques, même sur des tables de 8 Tera 7. VQ est certifié. Ah, il faut faire attention aux clés étrangères, mais bon. Merci à vous.